Télescopage, présenté par Édouard Chano. Peut-être, chers auditeurs, vous rappelez-vous certains de vos maîtres, de vos professeurs. Madame Grosjean, par exemple, qui aimait transmettre le plaisir d'écrire, ou Monsieur Hiller, qui savait expliquer l'allégorie de la caverne, ou encore Madame Ménard, qui enseignait l'économie sans calculatrice, voire même Madame Drieux, dont j'ai changé le nom et dont il vaudrait peut-être mieux ne pas parler. Alors ces exemples sont évidemment les miens, mais nous en avons tous, chacun d'entre nous. Mais il est toujours difficile de savoir ce que nos professeurs avaient derrière la tête. Ils étaient en fait aussi familiers que mystérieux. Combien de cheveux blancs leur avons-nous donné ? Comment vivaient-ils leur métier, leur rapport à nous autres élèves ? Et plus immédiatement, qu'ont-ils à l'esprit aujourd'hui en 2017, alors que l'éducation française est régulièrement dénoncée, que cela soit comme cause ou comme conséquence de la crise que notre pays semble traverser ? Et c'est plutôt bien sûr cette question-là que nous voudrions aborder aujourd'hui. Alors, inversons les rôles, si vous le voulez bien. Cette fois-ci, nous aurons le malin plaisir d'interroger un professeur. Anne-Sophie Nogueret, bonjour. Et merci de venir jusqu'à nous pour passer cet examen. Vous êtes donc bien placé pour nous répondre puisque vous avez commis un gros essai titré « Du mammouth au Titanic » et sous-titré « La déséducation nationale » qui est publié aux éditions L'Artilleur. Ne tardons pas davantage, la cote d'alerte selon vous est dépassée. Un seul terme résume la situation présente, un gigantesque naufrage, dites-vous, que vous décrivez de manière très personnelle. Alors commençons par là, si vous voulez bien, Anne-Sophie Nogueret. Votre ouvrage s'ouvre sur un double traumatisme. D'abord en 1998, face à l'harmonisation des notes du baccalauréat, puis 17 ans plus tard, en 2015, à la suite d'insultes de la part de l'un de vos élèves. Que s'est-il passé ? Pourquoi ces deux événements en particulier, alors que votre livre, doit-on dire, est traversé d'anecdotes plus ou moins similaires ? C'est une très bonne question. La première chose dont vous parlez, enfin le premier terme du traumatisme, on va dire, dont vous parlez, qui remonte à la fin des années 90, effectivement, où je débutais à Rouen, où en gros on a changé les notes que j'avais mises au bac avec comme argument que ces notes étaient trop basses, donc non pas dans l'absolu, mais relativement aux candidats qui venaient des deux lycées centre-ville de Rouen, et on m'a dit texto que je n'avais pas le droit de mettre des notes à ces élèves-là, en particulier de ces deux lycées-là, et que de toute façon, le contenu d'une copie n'avait rien à voir avec sa note, ce qui était quand même intéressant. Donc, en termes de désaveu... Je vais vous demander de répéter pour les auditeurs, parce que ça semble à la fois anodin. Le contenu d'une copie n'a rien à voir avec la note. N'intervient pas dans sa notation. C'est texto la phrase qu'on m'a dite. La présidente du jury, donc une universitaire qui présidait la commission. Donc c'est un désaveu sur le plan intellectuel terrible. Ça veut dire qu'en gros, elle m'a dit, ils étaient deux à m'expliquer que mon seul critère devait être la moyenne académique et que s'agissant de ces deux lycéens en particulier, il convenait d'être 2 points au-dessus. Donc c'est un peu le plan quinquennal, il y a un objectif à atteindre, et en particulier pour ces établissements-là, de centre-ville, donc bourgeois, des lycées bourgeois, il convenait d'être au-dessus. Donc on savait à l'avance les notes que j'aurais dû mettre. Donc là, c'est un désaveu terrible sur le plan intellectuel. Puisque nous, on passe des concours, on est sélectionné justement... en tout cas en théorie, sur nos capacités et notre savoir intellectuel. Et là, on nous dit, en gros, ce savoir-là, vous vous asseyez dessus. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes là que pour faire ce qu'on vous demande en termes statistiques de réussite au bac. Voilà. Et avec en plus quelque chose qui, moi, m'a choquée, qui était de dire... il y avait un élément social très fort. C'est-à-dire c'était ces élèves-là. Ça aurait été des élèves d'autres lycées. Ça n'aurait sûrement pas créé les mêmes problèmes. Donc il y avait quelque chose d'une espèce d'injustice de classe là qui était quand même assez prégnant. Donc des aveux intellectuels. Et ensuite, donc vous avez raison de me demander pourquoi spécifiquement l'affaire Daouda a constitué le deuxième terme du traumatisme, alors qu'effectivement il y a d'autres choses. Maintenant nous sommes en 2015. Voilà, en 2015. Voilà, donc un élève me traite de salope, menace de me casser la gueule. Bon. C'est une chose, mais ce qui m'a, on va dire, traumatisée, ce n'est pas tant ça que la réaction de l'administration et des collègues, où en fait, en gros, cet élève-là était défendu, soutenu, protégé, tandis que moi, j'étais accusée d'être raciste
Voilà, donc sur le lycée, une personne m'a défendue. Mais elle n'avait pas la classe en question, donc ça n'a pas eu d'effet. Donc là, c'est un désaveu non plus intellectuel, mais quant à la position d'autorité qu'on a. Et il est évident que si l'administration avait agi de façon rationnelle, en l'occurrence, c'est-à-dire en sanctionnant l'élève en question et en me soutenant moi, je n'aurais pas écrit ce livre. C'est évident. Donc il y a un désaveu intellectuel et en plus un désaveu quant à l'autorité qu'on exerce et au respect qu'on nous doit. Donc s'il n'y a plus ça, je ne vois pas comment on peut travailler en fait. Alors dans les deux cas, c'est le poids du système en fait que vous avez ressenti sur vos épaules. Le livre, c'est un peu une manière de combattre, de riposter contre ce poids. Oui, tout à fait. Puisqu'administrativement, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Enfin, j'ai envoyé des mails au rectorat, j'ai été convoquée au rectorat, je leur ai dit très exactement ce que je pensais. Mais bon, tout ça, de toute façon, est toujours recouvert d'une chape de plomb. Et la grosse hantise, en fait, c'est qu'on en parle à l'extérieur. Donc là, j'enfreins ce qui s'appelle le devoir de réserve et de discrétion. Et n'avez-vous pas peur des conséquences, justement ? Non, aucune. Enfin, il y en aura, c'est sûr. Enfin, j'ai consulté un avocat. Les sanctions disciplinaires, je ne les connais pas dans le détail, mais il y en aura forcément, puisque en tant que fonctionnaire, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc, avant d'écrire, j'avais consulté un avocat spécialiste de ces questions-là qui m'a dit oui, il y aura nécessairement des sanctions. Après, quelles sont-elles ? On ne peut pas le savoir à l'avance. Ça dépend. Ça dépend, en fait. Mais non, ça ne m'effraie pas. Parce que de toute façon, comme j'ai dit, je ne peux pas, en tout cas, et je considère que personne ne devrait pouvoir travailler, exercer ce métier-là en particulier dans ces conditions-là. Ça relève d'un masochisme. Voilà. Donc là, écrire ce livre, c'est un moyen de récupérer ma dignité. Votre dignité. Alors, dans votre ouvrage, pour en revenir un peu plus à la substance de votre essai, vous dressez une typologie. Alors, l'expression est très sérieuse, mais votre typologie est plus humoristique. Que pensez-vous de vos collègues, Anne-Sophie Nogaret ? Dois-je vraiment répondre à cette question ? Eh bien, je dirais ça dépend lesquels. Non, plus franchement, je les trouve décevants, à quelques rares exceptions près. Je les trouve très attachés à leur petite tranquillité. Voilà, donc c'est ce que je dis dans le livre, en fait, hein, je me répète, mais je trouve qu'ils sont pas très courageux, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'ils se plaignent de choses, en fait, qu'ils entretiennent. Justement, par leur absence de réaction, ils n'ont toujours pas compris en fait un truc qui est pourtant simple à comprendre, qui est que lorsqu'une résistance est collective, les gens en face ne peuvent pas faire grand-chose. Dans un lycée, quand on a un proviseur qui fait n'importe quoi, si l'ensemble des profs dit « non, les réunions tous les soirs à 18h, non, on n'y va pas ». Non, tel élève qui a insulté et le proviseur dit non, on fait rien contre lui, si les profs disent nous, on fait pas cours tant qu'il n'y a pas une sanction, l'administration, enfin voilà, elle est minoritaire. Hein. Mais ça, ils n'ont toujours pas compris. Donc, c'est quelque chose qui traverse votre essai aussi, justement, cette analyse des rapports de force continuels au sein des établissements. Oui, et qui deviennent de pire en pire. C'est-à-dire que maintenant, enfin, je trouve, hein, moi, pendant 8 ans, j'ai fait autre chose. Donc, je suis revenue à l'Éducation nationale il y a 5 ou 6 ans. Et j'ai constaté qu'il y avait vraiment eu un changement dans les relations entre les équipes pédagogiques et les équipes de direction dans les lycées, où vraiment, c'est une espèce de guéguerre. Mais bon, il y a toujours eu une opposition de fait, enfin, je dirais presque par principe. Bon. Mais là, ça a changé de nature. On a l'impression presque d'avoir affaire à des DRH un peu tordus, quoi. Enfin, pervers, où il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de mensonges, on est infantilisé à un point, mais incroyable, où là, ça dépasse complètement l'opposition qu'on a face à son supérieur hiérarchique par principe, ou bon, du fait que c'est le supérieur, on n'est pas trop d'accord, bon. Mais où ça, je dirais, c'est de l'ordre du normal. Là, on a quelque chose vraiment, c'est ça, de très manipulatoire, de très pervers, et qui pourrit complètement
les relations, alors évidemment entre professeurs et direction, mais aussi Avec entre les professeurs, aussi. puisque la grande manip consiste aussi à diviser pour régner. Donc de façon, parfois, dans des établissements, j'ai vu ça très infantile, du genre un proviseur qui, et je l'ai vu plusieurs fois, hein, qui convoque un collègue en lui disant « Vous savez ce qu'ont dit les collègues sur vous alors ils ont dit que vous étiez nul comme prof, etc. » Enfin, ce qui est on dirait qu'on est en maternelle, quoi. Et ça, voilà, ça se pratique. Avant, ça ne se pratiquait pas. Et dans cette équation surgit aussi l'étudiant, enfin l'élève qui lui-même instaure aussi des rapports de force, et souvent le professeur est la partie la plus lésée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'élève, et ses parents, puisque ça forme un tout, ont une place au sein de l'institution qui n'est pas celle qu'ils devraient avoir normalement. Puisque on les traite un peu comme des espèces de, je sais pas comment dire, de clients rois, quoi, en fait. Avec la hantise du procès, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas si cette hantise est justifiée ou pas. Moi, franchement, je n'ai jamais trop vu d'élèves faire des procès. Alors j'en ai vu qui menacent d'eux, mais ça n'aboutit jamais à rien. Donc à partir de ce moment-là, on ne devrait pas avoir peur de ça. Mais en tout cas, j'ai bien vu que tout le monde est tétanisé par la hantise d'un éventuel procès. Et du coup, ça donne un pouvoir quand même un peu délirant aux parents et aux élèves. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous êtes professeur de philosophie, Oui. donc vous analysez quand même assez profondément ce dont vous êtes témoin. En quoi tout cela peut être analysé comme un signe des temps, en fait ? Eh bien, alors là, je vais enfiler une petite série de lieux communs. Mais bon, dans les lieux communs, comme disait Aristote, il y a toujours une part de vérité. Le fait que l'école récuse complètement tout signe d'autorité, ou même le concept d'autorité lui-même, qui est vraiment une espèce... Alors, c'est confondu avec dictature. Maintenant, on dit autorité, c'est Hitler. Bon. Ça me semble assez évident que ça correspond quand même à ce qu'on observe en général au niveau de la société française et peut-être européenne, enfin occidentale on va dire, où effectivement on considère que l'autorité c'est un signe d'aliénation en fait, de la libre expression de l'individu qui ne peut plus faire ce qu'il veut sous prétexte qu'il vit en société et qu'il y a une règle commune quand même dès qu'on vit en société. Voilà, donc il y a cette espèce de, je sais pas comment dire, de culte de l'individu et du libéralisme libertaire, on va dire, qui fait qu'effectivement l'autorité est forcément vécue comme quelque chose d'insupportable. Donc ça se retrouve au niveau de la société, ça se retrouve au niveau de l'école. En fait, au fond, c'est une question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'un bon prof ? Permettez-moi cette question assez simple, mais qu'est-ce qu'un bon prof, Anne-Sophie Nogaret ? Alors, c'est quelqu'un qui déjà, pour moi, il y a deux conditions. C'est quelqu'un qui possède un savoir, qu'il maîtrise, il maîtrise en tout cas la partie de savoir qu'il doit transmettre, et plus. Et la deuxième condition, c'est qu'il soit capable d'affronter le conflit, qu'il n'ait pas peur du conflit, et qu'il assume du coup sa propre autorité. Parce que j'ai vu des gens qui étaient intellectuellement tout à fait performants, qui étaient vraiment intellectuellement aptes à enseigner, mais qui ne l'étaient pas, on va dire, psychiquement. C'est-à-dire, pour eux, rien que dire à un élève change de place là parce que tu bavardes, c'est insupportable, pour eux, c'était pas possible. Donc forcément, là, à ce moment-là, c'était compliqué de diriger une classe, de s'occuper d'une classe. Voilà, et puis... Vous avez le sentiment que les professeurs ne sont pas préparés à cela, justement, à ce rapport de force avec la classe ? Alors ça, j'avoue que j'ai jamais... je suis pas vraiment arrivée à répondre à cette question. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'apprend ou si c'est quelque chose qu'on a. Alors peut-être c'est entre les deux. Je pense par contre qu'il y a des gens ils pourraient avoir tous les cours possibles en la matière. Ça marcherait pas. Voilà. Après, je pense qu'il y a... au moins, peut-être pourrait-on au moins les préparer à l'épreuve qui les attend. Ça supposerait que justement, qu'au sein même de l'école, quand on forme les profs, ça supposerait qu'on intègre la notion d'autorité. Or, on veut s'en débarrasser. Donc, on va faire ce qu'ils appellent de la gestion de classe. Donc, j'aime beaucoup ce terme.
Et donc, quand on fait de la gestion de classe, on subvertit, on détruit l'idée qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige la classe, qui éventuellement sanctionne si la règle commune n'est pas respectée, enfin qui fasse respecter la règle commune, le prof. Bon. Or, quand on gère, c'est comme si on gère un stock. Ça fait disparaître cette notion-là. Voilà. Je vais vous citer, sans le concours diligent des professeurs, l'idéologie à l'œuvre depuis des décennies n'aurait jamais pu agir de façon si efficace. Alors vous dénoncez vraiment une idéologie qui est à l'œuvre depuis au moins 3 décennies, donc au sein de l'éducation nationale. Pourquoi la pédagogie est-elle si mauvaise, même si désastreuse, a-t-on envie de dire ? Elle repose sur un présupposé qui déjà est faux, puisque le pédagogisme, on va dire, comme son nom l'indique, fait comme si on pouvait séparer le contenu de savoir et la façon de le transmettre. C'est-à-dire on considère que ce qui compte, c'est la forme. Et par exemple, dans les IUFM, on donne des cours de pédagogie qui concernent aussi bien l'institut de maternelle que le prof de sport, que le prof de philo, enfin ce qui est délirant, puisqu'on n'enseigne pas de la même façon à un enfant de 4 ans qu'à... Enfin bon... Et en fait, c'est cette séparation qui est opérée par le pédagogisme entre la sainte méthode, qui serait universelle, absolue, une espèce de recette qu'on applique comme ça, et le contenu de savoir qu'on a à transmettre. Or, on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas. Donc déjà, il y a un présupposé qui intellectuellement est faux. Et en plus, le pédagogisme, de façon moins ouverte, mais ça s'est dévoilé quand même au fur et à mesure des années, justement, on veut faire totalement disparaître l'autorité du maître, puisqu'on fait disparaître le contenu de savoir. Or, ce qui justifie l'autorité du maître, c'est ce contenu de savoir, au départ. Donc, quand on supprime ça, c'est comme si on coupait le fondement, l'essence même de ce qui fait l'autorité du maître. Donc, ces deux choses-là font que, du coup, on fait de l'animation. Voilà, on fait plutôt de l'animation, pas trop de conflits. Enfin, quand on a un conflit, il faut essayer de contourner, de gérer, mais surtout sans sanctionner, parce que là, c'est la dictature et c'est horrible. Et puis, ne pas transmettre. L'animation, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, oui. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Ça veut dire que, grosso modo, on vous demande de vous occuper de jeunes adultes en devenir, oui, sans pour autant leur transmettre de véritables connaissances. En fait, vous vous occupez d'eux en attendant que 3 points de suspension. En attendant qu'ils aillent hanter d'autres statistiques que celles de l'éducation nationale, dont ils sortiront diplômés puisqu'ils auront le bac. Et voilà, mais on me l'a dit au rectorat. Donc là, c'est très exactement ce qu'on m'a dit. Vous n'êtes pas là pour transmettre un savoir, vous êtes là pour éduquer. Donc éduquer des élèves majeurs, moi je veux bien, mais ça me semble un peu tardif, on va dire. Vous êtes là pour éduquer. Alors j'ai dit oui, mais éduquer, ça suppose aussi de poser des limites, de sanctionner, etc., quand il le faut. Non, pas du tout. Ce qui compte, c'est le dialogue, la remédiation. Voilà, donc... On vous a souvent accusé d'être rigide, vous dites. Psychorigide, oui. Psychorigide. Oui. Pourquoi cette accusation continue alors ? Parce que c'est très facile de dire ça. C'est-à-dire que quand les gens n'ont pas d'arguments, qu'est-ce qu'ils font de façon générale ? Parce qu'ils savent que j'ai raison. Enfin, ils savent très bien que oui, quand on a une classe dont on doit s'occuper et que des élèves dérogent à la règle commune, il faut sanctionner. Le dialogue, ça suffit pas. Enfin, c'est très bien, mais en plus, et la sanction, c'est la base. Donc ils savent très bien, ça c'est juste du bon sens. Quelqu'un qui dit ça les dérange beaucoup, puisque ça c'est le contraire de ce qu'ils pensent, c'est le contraire de ce qu'ils prônent, et c'est le contraire de ce qu'ils font. Donc c'est très facile à ce moment-là d'accuser quelqu'un d'un trait de caractère, donc voilà, coincé, psychorigide, même, un dictateur. Voilà, ça mange pas de pain, ça fait toujours son petit effet, c'est toujours assez blessant, et voilà, et donc ça ferme la bouche à celui qui parle. Donc ça, j'ai l'habitude de ça, ça me perturbe pas. Mais c'est typique des gens qui n'ont aucun argument. Alors la France a peu à peu évolué vers le multiculturalisme. Vous soulignez le problème de cultures antagonistes dans votre essai. C'est évidemment un des thèmes qui revient le plus souvent. En quoi l'enseignement républicain serait-il dans l'impasse aujourd'hui à cause de cela ? Alors, je dirais que c'est pas tellement à cause du multiculturalisme. En tout cas, si on prend multiculturalisme dans le sens
du fait qu'on a des élèves de cultures différentes, je pense que ce n'est pas ça, a priori, qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la façon dont on conçoit l'enseignement du côté de l'institution, où on considère que l'enseignement doit s'adapter à la culture de chaque élève. Donc c'est ça qui ne va pas. Qu'on ait des élèves de cultures différentes, c'est une réalité, et je pense que ce n'est pas une réalité très gênante, en fait. Ce qui est très gênant, par contre, c'est que l'institution, alors que son rôle devrait être de dire, voilà, notre culture, c'est ça, et vous, vous êtes là, vous êtes français, ou si vous ne l'êtes pas encore, vous êtes appelé à le devenir, vous êtes appelé à vivre ici, à travailler ici, etc. Donc nécessairement, normalement, l'institution devrait incarner et transmettre, on va dire, la culture française. Ah bon, je ne vais pas me définir ce qu'il y a dedans, mais bon, on voit à peu près, quoi. Et c'est-à-dire non seulement des contenus de savoir, mais aussi, on va dire, des valeurs qui sont liées à l'idée républicaine, française, etc. Bon. Or, c'est pas ce qu'on fait. On nous dit, là, avec cet élève, par exemple, qui était d'origine africaine, on m'a dit, texto, non, mais on peut pas, lui il est noir, on peut pas, enfin on n'a même pas dit noir, parce que noir ça serait peut-être un peu raciste déjà, enfin non, tu comprends, il est d'une culture différente, il peut pas penser comme nous, pour lui, dans sa culture, une femme, c'est rien du tout, voilà, donc toi tu peux pas lui réclamer des comptes. Voilà, donc ça veut dire on s'adapte à la culture, enfin on fait comme si on devait en fonction de chaque culture différente qu'on a devant nous, s'adapter à leurs propres critères, et puis après on va pleurnicher que il ne s'intègre pas, oui forcément. En l'occurrence, c'est un de vos collègues masculins qui s'est occupé du cas de cet élève. Alors là, coup de bol, c'était le proviseur est un homme. Donc c'est ce que disait donc la personne qui me disait ça, qui est CPE. Elle me dit non, quand on a des élèves comme ça, qui ne supportent pas l'autorité d'une femme et qu'ils insultent une femme, nous on peut pas intervenir parce que nous on est des femmes, donc nous ils nous respectent pas. Donc il faut les envoyer chez le proviseur. Et je lui ai dit oui, mais si le proviseur est une femme, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, mais là le problème se pose pas parce que c'est un homme. Et c'est délirant, parce que cette personne qui par ailleurs se dit très féministe, intègre complètement que voilà, un élève de telle culture n'a pas à rendre de compte à une femme. En l'occurrence, qu'est-ce que vous auriez voulu imposer votre autorité directement et plus simplement ? Oui, un élève qui traite sa prof, ou son prof d'ailleurs, de salope et menace de lui casser la gueule, pour moi, ça justifie une sanction. Oui, ça me semble assez évident. Oui. Alors, je l'ai dit, vous qualifiez de naufrage la situation de l'éducation actuelle. Malheureusement, lors d'un naufrage, on hurle en général les femmes et les enfants d'abord, mais en l'occurrence, ces enfants sont les premières victimes. On évoque très souvent, on l'a déjà évoqué, le problème de la baisse du niveau des élèves. Qu'avez-vous remarqué spécifiquement de plus, symptomatique sur cette baisse du niveau ? Alors, c'est sur le langage, très clairement, donc... un vocabulaire extrêmement réduit, des mots qui, il y a encore 15 ans, ne posaient aucun problème, ou maintenant, ils me regardent avec des gros yeux. Alors, au début, je ne comprenais pas qu'ils ne comprenaient pas ce que je disais. Et c'est par hasard, des réactions où je me suis rendu compte qu'en fait, toute une partie du vocabulaire qui auparavant était acquise ne l'est plus du tout. La maîtrise du langage oral et écrit, pareil, ils sont incapables d'écrire en terminale générale une phrase syntaxiquement et orthographiquement correcte. Et ils sont très mal à l'aise dès qu'ils doivent exprimer une idée un peu complexe. Justement, cette absence de maîtrise du langage fait que pour eux, c'est très compliqué. Alors, une idée complexe, qu'avez-vous à l'esprit comme idée complexe ? Même pas forcément une idée très complexe, mais quelque chose d'un peu nuancé à exprimer. Par exemple, comme ils ne maîtrisent pas la syntaxe et ils n'ont pas les mots, eh bien, ils sont obligés de faire des petits bouts de phrases où, intuitivement, on comprend ce qu'ils veulent dire, mais où eux-mêmes sont incapables de l'expliquer en 3 phrases claires et compréhensibles. Ils ne terminent jamais leurs phrases, et donc ils font des petits essais comme ça, langagiers, qui, quand on les a en face, on voit ce qu'ils veulent dire parce qu'intuitivement on comprend. Eux-mêmes intuitivement comprennent quelque chose, mais sont incapables de le reformuler de façon claire.
Bon, alors le tableau semble quand même très sombre. Y a-t-il quand même quelques lueurs d'espoir? Peut-on espérer nettoyer ces écuries de GIAS que vous décrivez? Que pensez-vous par exemple du nouveau ministre Jean-Michel Blanquer, qui a plutôt l'air de s'en prendre à ce que vous décrivez et dénoncez dans votre essai? Oui, justement, alors j'avoue que j'ai été très agréablement surprise par les discours qu'il a tenus et dont franchement que je n'avais vraiment pas l'espoir d'entendre un jour dans la bouche d'un ministre de l'Éducation nationale français. Donc la volonté politique est là. Il me semble après qu'il risque d'avoir du mal, puisque les pédagogistes sont en place depuis longtemps, très accrochés à leur pouvoir. Je pense que ça risque d'être compliqué pour lui. Après, j'ignore ce qui se passe vraiment au sein du ministère et les rapports de force qui existent. Donc je ne peux pas formuler de choses plus élaborées que ça. Pas de choses encore pour l'instant plus élaborées que ça, mais en tout cas vous avez commis donc un petit essai assez fascinant du mammouth Titanic, la déséducation nationale, publié aux éditions L'Artilleur. Anne-Sophie Noguer, merci encore. Merci. Et puis bon courage avec vos collègues. Merci beaucoup. Merci.